Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour le débat du soir. À 5 jours des élections communales et législatives, l'absence des grands meetings au cours de la campagne électorale qui bat actuellement son plein frappe les esprits. Les états-majors politiques ont jeté toutes leurs forces, si on peut le dire, dans une guerre de proximité, le porte-à-porte. Cette stratégie de fourmi est-elle le meilleur levier pour sortir le Béninois de chez lui le 11 janvier 2026? Porte-à-porte, pour quel résultat? La question sera posée dans le débat ce soir. Et vous le savez, hier soir, à Agadir, les guépards ont fait vibrer le pays avant de céder face à l'expérience des pharaons, une défaite en prolongation qui est honorable selon certains analystes, mais qui laisse quand même un arrière-goût. Pour certains, c'est la preuve que le Bénin peut désormais regarder les grandes nations d'Afrique dans les yeux. Pour d'autres, c'est le scénario habituel. On joue bien, on résiste, mais à la fin, eh bien, on rentre à Cotonou, bredouille. On en parle, mesdames et messieurs, avec la thématique éliminatoire, élimination des départs, défaite honorable ou éternel recommencement. C'est d'ailleurs le premier sujet ce soir. Et pour en débattre, je suis avec Espérance Rousseau, qui est bien évidemment dans le secteur des énergies renouvelables, analyse politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, heureuse année. Merci beaucoup. Chers spectateurs, heureuse année à tous. Oui, vous avez raison, c'est la première fois qu'on se voit en 2026. Bonne année à vous aussi. Merci. Monsieur Amoussou Guénou, vous êtes enseignant également en analyse politique et bonsoir. Bonsoir Madame Toboula, c'est un heureux plaisir de retrouver les téléspectateurs. Heureuse année à tout le monde. Merci beaucoup, bonne année à vous aussi. Et normalement, c'est Anselme Atemi qui est journaliste qui doit nous rejoindre, si bien évidemment la circulation lui permettait. Allez, chers invités, vous qui êtes là, on va démarrer par les guépards, puisque le sujet est sur toutes les lèvres depuis ce lundi, après donc cette confrontation avec les pharaons d'Égypte. Monsieur Amoussou Guénou, les guépards ont montré une certaine résilience plus ou moins incroyable hier. On a vu un projet de jeu qui progresse, mais on est quand même tombé face à ce géant du continent. Alors, comment les avez-vous vus? Comment les appréciez-vous? À l'appréciation, comment appréciez-vous le jeu qu'ils nous ont offert ce lundi 5 janvier 2026? Merci Madame Toboula. J'ai regardé, j'ai suivi avec plaisir ce match hier. J'avais peur même de me mettre devant les écrans de la télévision pour suivre le match. Parce que quand on parle de l'Égypte, nous savions bien que c'est un géant d'Afrique et du monde, un habitué du mondial. Et les pharaons ne sont pas n'importe qui, avec à leur tête un certain Osama Hassan, qui est un vétéran le plus capé et le meilleur buteur de tous les temps de l'Égypte et l'un des meilleurs de l'Afrique. Je crois qu'avec l'ossature de l'Égypte hier, j'avais peur de me mettre devant mon petit écran pour suivre, parce que je me disais qu'on risquait une douche froide, on risquait d'aller à 5 buts. Mais je priais quand même à l'interne et j'ai pris mon courage à deux, mais j'ai suivi le match. Je crois que hier, j'ai vu une équipe du Bénin qui a de l'avenir. J'ai vu une équipe du Bénin qui a vraiment pris du volume dans l'entrejeu et qui a commencé par nous produire un peu du bon. Et je crois qu'avec ce qu'on a vu hier, il y a vraiment de l'espoir. Jusqu'à 1-1, jusqu'au terme de 90 minutes de jeu. Oui. Mais je pense que tout le pays, les pharaons même vibraient. C'était ensuite, il fallait voir seulement leurs téléspectateurs. Ils voyaient croire déjà que ils sont à quelques... En tout cas, ils doutaient autant plus qu'on était même plus serein que les Égyptiens. Parce que le Bénin n'avait rien à perdre. Nous étions une sorte d'outsider. Et le jeu produit était un jeu presque égal. Eu égard même aux statistiques qui étaient simplement de 57-43%. À 89 minutes de jeu, on était à 57-43. Donc c'était plus ou moins équilibré. Oui. Donc je crois que nous allons demander à l'entraîneur de bien vouloir continuer sur cette lancée
et que c'est un match de référence pour le Bénin. Sinon, si le match était arrêté à 90 minutes, je crois qu'on serait à 1-1. Et les 3-1 même, regarde ce qui s'est passé. On dit quand on est déjà à quelques minutes de la fin du jeu, on est à 2-1. On a eu l'occasion de but. Il faut se jeter. Il faut se jeter à l'eau. Ils ont tout fait. Ils sont montés tous au devant pour pouvoir essayer d'égaliser lorsque le but fatal est arrivé. Donc je crois que c'est une défaite honorable. C'est bon pour le moral. Et je crois qu'on peut commencer par croire un peu à cette équipe. On est en train d'avoir une équipe, une réelle équipe, et non juste quelque chose qui va nous pour le moral, mais on passe pas. Apparemment, on passe pas. On a la malédiction des huitièmes. Deuxième expérience où on finit au huitième. Mais toujours est-il que nous avons passé le premier tour. Nous ne sommes pas rentrés bredouilles. Nous sommes tombés les amas à la main en huitième de finale. Et je crois que les équipes maghrébines auront, quand ils voudront rencontrer désormais le Bénin, ils doivent comprendre que c'est leur bête noire. Parce qu'il y a déjà 4 ans ou 6 ans, voilà ce qui s'est passé avec le Maroc. D'accord. Avec le Maroc, dans les mêmes conditions, nous étions à 0-0 jusqu'au terme des 120 minutes où les tirs au but ont été fatals. Ça a été avec une équipe maghrébine encore 1-1 jusqu'au terme presque des 120 minutes avant que le Bénin ne tombe les amas à la main. Et je crois que c'est bon pour le moral, pour le futur. Prochainement, nous allons franchir certainement ce tour fatidique des huitièmes de finale et nous retrouverons en quart et pour la suite des événements. Espérance Messou, faut-il se satisfaire d'avoir tenu tête au pharaon de Mohamed Salah jusqu'aux prolongations, ou il a plutôt temps de commencer à exiger des résultats concrets peut-être et d'arrêter de célébrer les défaites encourageantes? Défaite encourageante, oui. Enfin, si je m'en tiens au mot de M. Amoussou Guénou, oui. il est quand même satisfait. Oui, je bon, pense que M. Amoussou Guénou a décrit correctement la situation. Et moi, je vais commencer d'entrée même par vous dire, est-ce que vous avez pu véritablement évaluer le parcours? Parce que le Bénin n'a jamais passé même la phase de poule en gagnant un match, ce qui a été fait. Donc les tabous sont en train d'être brisés sur ce plan. Et pour voir plus large, vous allez constater que l'équipe cette fois-ci est beaucoup plus jeune. Et c'est ça qui prouve que le travail paye. Et ce que nous sommes en train de faire à l'interne, en ce qui concerne tout ce qui est jeu au niveau scolaire, universitaire, les réformes dans ce secteur, je pense que ça, on ne peut pas dire tout de suite que ça a commencé par porter ses fruits, mais ça prouve qu'il y a de l'avenir dans une démarche pareille. Quand vous avez une équipe dynamique jeune, ça vous produit du résultat. Et nous sommes en train d'avoir des résultats cette fois-ci. Et moi, ma seule crainte, c'est que les réformes de la FIFA, CAF veut nous conduire à la CAN chaque 4 ans. C'est là où j'ai peur, parce que là, il faut un travail de continuité. Cette équipe devait être maintenue, travailler dans la durée pour que la prochaine CAN, nous puissions véritablement briser ce qu'on peut appeler notre limite, ou ce mythe de quart de finale, et aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, comme M. Amoussou Guénou l'a dit, on regarde les équipes en face maintenant, hein. On ne regarde plus les stars. Parce que hier, le jeu rassure? Le jeu rassure. Si le jeu ne rassure pas, vous ne pouvez pas regarder certaines équipes en face. Vous serez à admirer. Il fut un temps, un passé pas si lointain que ça, nos joueurs admiraient les adversaires. Ils regardaient les adversaires porter la balle. Et là, dans ce cas, ce n'est plus une équipe qui affronte une autre équipe. C'est-à-dire, c'est tout comme si ce sont des spectateurs, ce sont des admirateurs de telle star et telle autre star. Donc, ils sont là à regarder les stars. Non, aujourd'hui, à la mi-temps, même déjà, on court derrière d'autres stars, à la recherche de maillots, tout cela. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui pour les guépards. Ce qui démontre pleinement que on a pris confiance, on a commencé par travailler et on a commencé par rivaliser avec les grandes nations. N'oubliez pas, l'Égypte, hier, a aligné quand même une équipe de type mondial. Quand vous prenez l'individualité des joueurs, je ne veux pas citer ici les noms, des joueurs que vous voyez pratiquement chaque week-end, qui dans des grands corps, de grands championnats. Ce n'est pas des 5e division ou 3e division, non. Des joueurs titulaires dans leur club, en Première Ligue, en Liga, en Allemagne
Et en France, vous voyez en Ligue 1, vous voyez l'expérience accumulée par ceux-là, l'expérience de chaque week-end. Et ils ont eu le temps de travailler quand même aussi ensemble parce que c'est une équipe qui est là, ça fait des années. La continuité dans leur travail, pourtant on les a embêtés autant. Et vous savez, à la dernière minute, si ce que les joueurs béninois devraient faire, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Ne les accusons pas pour dire qu'ils ont pris 3-1. Parce que là, c'est ça passe ou ça casse. Que vous perdez 3-1 ou 2-1, ça fait la même chose. Donc, si vous avez une occasion d'égaliser, jetez les armes et tentons le tout pour le tout. Et c'est ce que les joueurs ont fait. Moi, je leur tire chapeau et je dis, on n'a pas à se lamenter. C'était véritablement un apprentissage. Ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup donné. Depuis quand même des années. Non, vous savez, le foot a ses règles. Le foot a ses règles. Il y a quelques années, à la dernière minute, les Béninois n'allaient pas tous se retrouver dans le camp égyptien. Ça, il faut le dire honnêtement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a évolué. Mais dans le même temps, dans le schéma. Dans les prolongations, on les a vus très fatigués également. Oui, ce qui vous pourrait savez, expliquer cette l'endurance, comme je le dis, celui qui joue pratiquement 2 matchs par semaine, et celui qui joue un match peut-être chaque mois ou chaque 2 mois, vous n'avez pas les mêmes aptitudes sur un terrain de foot. Moi, je craignais même qu'ils prennent les 3-1 dans les dernières minutes du temps réglementaire. C'est ce que moi je craignais. Mais vous avez vu, les gars étaient au four et au moulin jusqu'à la fin des 90 minutes. C'est là où moi j'ai dit, franchement, chapeau aux gars. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont produit du beau. Et le mieux, on a commencé par avoir un projet de jeu. Ça sent un jeu, ça sent un projet. Moi, un collectif. Moi, je tire aussi véritablement un coup de chapeau à l'entraîneur. À ce début, je ne misais pas trop sur lui, mais je pense qu'il m'a rassuré. Je ne sais pas ce que la fédération va décider pour sa suite. Et si on peut lui accorder encore du temps de développer son projet. Et si lui aussi aime le Bénin, qui a envie de rester un peu avec nous, moi je pense qu'il pourra nous apporter quand même de l'expérience et nous amener à bâtir quand même une belle équipe. Oui, face au Sénégal, l'entraîneur Guénard disait déjà qu'avec l'équipe qu'on a, on ne peut pas avoir autre jeu que celui servi face à ces Sénégalais. Est-ce à dire que notre équipe actuelle, comme on le dit depuis toujours, effectivement, est arrivée à son apogée, M. Russo? Non, l'équipe n'est pas arrivée à son apogée parce que là, vous avez senti un grand renouvellement de l'effectif. Là, c'est aussi là où je lui tire coup de chapeau. Il y a quelques joueurs qui ont pris de l'âge, qui vont certainement partir, on ne sait pas encore, mais même s'ils partaient, je pense que le coach, le sélectionneur est en train de faire un travail de fond. Et c'est là où je parlais tantôt de confiance, si la fédération peut lui renouveler sa confiance pour qu'il puisse continuer ce travail de détection de nouveaux talents. Commencer par les intégrer à l'ossature de l'équipe actuelle. Il a les coups de franche pour aller chercher les nouveaux talents. Oui, mais vous savez, quand souvent à la fin des échéances comme ça, et moi j'ai surtout aussi peur pour les réformes de la FIFA, ça il faut que je le répète encore. C'est-à-dire, certaines équipes, vous allez constater, ils vont commencer par, je ne dis pas que c'est ce que le Bénin va forcément faire, mais des équipes vont commencer par renvoyer ou bien rompre le contrat des sélectionneurs parce qu'il y aura trop de vides. Il y aura trop de vides, on va se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de payer en l'air? Est-ce que les charges, ils vont commencer par faire des calculs et ça peut jouer. Ça peut jouer parce que si on doit attendre la veille d'une compétition pour commencer par chercher des joueurs, là vous ne formez plus une équipe, mais vous êtes en train de faire juste un regroupement de talents. Est-ce que le Bénin a assez de talents pour qu'il y ait simplement un regroupement de talents? Et même les équipes qui ont assez de talents, vous allez constater facilement s'il n'y a pas la cohésion, si ça ne défend pas ensemble, si ça ne joue pas ensemble et que chacun veut exprimer son talent, on passe encore à côté. Donc je pense qu'il nous faut véritablement ce renouvellement. Ce n'est pas que l'équipe est venue à son apogée, mais l'équipe est en train d'être rajeunie et moi je pense que le sélectionné doit continuer dans ce sens. Alors, M. Amissou Guénou, on a parlé du cas et de notre confrontation, en tout cas la dernière avec l'Égypte. On doit revenir à Cotonou. Mais quand vous faites le point de toutes nos productions déjà devant la RDC, le Botswana, j'en oublie, en tout cas toute notre participation à cette CAN, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette expérience nouvelle
actuelle pour les Guépards? Je crois absolument on doit pouvoir se satisfaire parce que quand vous prenez les 24 équipes de la CAN, l'Égypte, l'équipe le plus capée, l'équipe qui a plus de titres, qui a plus remporté la CAN. Je crois que 7 étoiles. 7 étoiles, ils sont à 7 déjà. Après, c'est le Cameroun. Donc, je crois que nous avons rencontré la meilleure équipe à ce stade-là du tournoi. C'est pourquoi je disais hier que le Bénin a offert vraiment une partie de plaisir au peuple béninois en résistant. Le Bénin a plus que résisté en fait. Ils ont fait un jeu presque égal avec l'Égypte et c'est un match référence qui leur permettra certainement de ne plus avoir de complexe devant des nations, de grandes nations de football. Et cela leur produira certainement de l'expérience et leur galvanisera certainement pour les fois à venir. Quand on prend le parcours des Guépards, ils ont rencontré la RDC qui est aujourd'hui mondialiste. Ils ont rencontré l'Égypte qui est mondialiste. Ils ont rencontré le Sénégal qui est un mondialiste. Donc, ils ont acquis suffisamment d'expérience en se cognant, en se frottant au grand de l'Afrique et du monde pour pouvoir ne plus se permettre le vilain luxe de reculer aujourd'hui. Et j'aurais voulu un certain Steve Mounier en attaque hier pour voir si les choses n'allaient pas davantage bouger. Donc, c'est pourquoi je dis, je souhaiterais que l'entraîneur, comme l'a dit mon monsieur Espérance, que l'entraîneur soit vraiment mieux coaché pour qu'il continue avec cette équipe, avec l'ossature que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui doit nous coacher l'équipe. Non, je parle de l'entraîneur. Qu'il soit mieux coaché comme qui coach bien l'équipe. D'accord. Et que l'ossature soit maintenue afin qu'on ait vraiment que la mayonnaise prenne et que l'équipe soit une vraie équipe, une bonne équipe pour nous donner plus de résultats et nous fasse vibrer davantage les fois à venir. Et quels sont justement ces défis à relever pour les fois à venir si le premier défi à relever d'abord, de cette défaite-là déjà, c'est on ne se satisfait pas de la défaite. Enfin, c'est une défaite qui encourage quand même, qui nous donne quand même l'espoir qu'on peut mieux faire les fois à venir. Je crois qu'il faut que la condition physique soit vraiment travaillée pour que l'équipe tienne vraiment les 120 minutes les fois à venir et que nous brisons ce mythe qui est le stade des huitièmes de finale en évoluant davantage, en faisant comme le Maroc l'a fait au mondial pour nous offrir ici tant de places pour le mondial à venir. Donc je crois que il vaut mieux rêver grand, travailler en conséquence et être présent et omniprésent au sein du Conseil des Nations, des grandes nations de football pour les fois à venir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, le défi à relever après cette expérience de Maroc 2025? Bon, je pense qu'on va continuer par travailler. Il faudrait que des réformes soient véritablement opérées au niveau de la fédération, du ministère de tutelle, et donc par ricochet, ça fait le gouvernement, afin que nous puissions créer les conditions nécessaires d'avoir des pépites qui pourront remonter. Est-ce qu'elle manque avec ces nombreuses initiatives-là? Est-ce que ces conditions manquent, Espérance? Ça ne manque pas encore tellement, mais vous savez, le foot est exigeant. Le foot de haut niveau est exigeant. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas livrer des matchs de quartier ou simplement des petits trucs entre les écoles, il faut vraiment une continuité dans l'action et l'ensemble de l'obstacle là aujourd'hui installé avec les classes sportives et autres puisse nous permettre véritablement de faire des détections et de les envoyer dans des écoles de foot véritablement. Parce qu'une chose est de jouer ici, mais souffrez que nous n'avons pas véritablement dans le pays ces infrastructures qui peuvent faire évoluer un champion. Oui. Dans le sport, non, le sport de haut niveau, c'est tout autre chose. Vous avez vu, il a parlé tout à l'heure de la condition physique des joueurs, il faut que ça soit mieux préparé. Non, même si on vous donne 2 mois avant la CAN pour faire le regroupement de vos joueurs, ce qui n'est pas le cas, la FIFA vous donne, je crois, une quinzaine de jours pour rappeler vos joueurs internationaux. Mais le problème, c'est quoi? Si ceux-là ne sont pas aptes dans des clubs ou bien ne sont pas dans des vrais clubs, il ne peut pas avoir des conditions physiques qu'il faut. Donc, il faudrait qu'on ait la chance d'avoir des joueurs qui puissent évoluer, soit dans des très bonnes conditions, même s'ils ne sont pas dans des grands clubs, mais il faudrait qu'ils soient au moins dans des clubs qui ont ces préparations physiques de chaque semaine. Parce que nous, dites-moi,
comment fonctionnent véritablement nos clubs au niveau du pays, au niveau national. Il reste à faire au niveau des clubs. Les clubs ne sont pas encore aujourd'hui des entreprises. Il faut qu'on l'assume. Alors que le sport de haut niveau, aujourd'hui, le sport de façon globale de haut niveau, même si tu es individuel, le cas de la tennis par exemple, du tennis, excusez-moi, c'est tout un ensemble qui est autour de toi et tu es comme une entreprise. C'est carrément une entreprise qui te copte et qui te gère. Donc, le haut niveau, c'est tout autre chose. Ne pensons pas qu'on a déjà l'essentiel et que l'essentiel là peut nous produire véritablement l'équipe nationale qu'on souhaite, l'équipe A qu'on souhaite. La belle preuve, on a combien de nationaux, ceux qui évoluent dans le championnat national, dans l'équipe. Donc, vous allez comprendre qu'il y a le haut niveau qui est autre chose et il y a ce qu'on peut appeler le sport amateur qui est tout autre chose. Cette Anselme Matemi, vous nous avez rejoint. Merci quand même d'avoir fait le déplacement. Bonsoir à vous. Alors, on a commencé le débat sur l'élimination des guépards de cette CAN. On a rencontré des équipes comme la RDC, le Botswana, le Sénégal. Ce qu'on peut appeler le sport amateur qui est tout autre chose. Cette Anselme Matemi, vous nous avez rejoint. Merci quand même d'avoir fait le déplacement. On rentre bredouille quand même à Cotonou. Alors, cette participation, défaite honorable ou éternel recommencement? Je dirais ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un parcours, on va dire, honorable en fait. Parce que, je ne sais pas, pour les autres, mais pour moi, il y a longtemps que nous attendons de voir notre équipe nationale aussi productive dans le jeu. Et pour moi, c'est déjà un acquis. Que nous puissions aussi bien jouer, sortir facilement les ballons, remonter très bien les ballons, faire de l'organisation de jeu et tout le reste. Rester aussi discipliné tactiquement, aussi bien tactiquement que je dirais même physiquement. Donc pour moi, c'est déjà une belle avancée. Il y a encore du travail à faire et pour moi notamment, le travail à faire, c'est au niveau offensif. Parce que qu'il vous soit remarqué que quand on regarde tous les matchs que nous avons livrés, là où nous avons pêché, c'est sur le plan de la finition. On n'a pas un finisseur, on n'a pas de tueur en fait. On a beau s'appeler guépard, il n'y a pas un félin devant qui peut tuer une défense facilement ou mettre à terre une équipe aussi facilement que cela puisse se faire. Donc il y a ce problème-là qu'il faut régler. Pour moi, c'est le principal problème. Il faut continuer à travailler, certes, de sorte à ce que nous puissions parvenir à mieux. Je suis d'accord que nous avons encore un championnat qui a encore du chemin à faire pour être cité parmi les élites africaines. On ne va pas dire embryonnaire, mais en tout cas qui commence à devenir adolescent. Non, du jeu se fait. Il faut remarquer que il y a eu des avancées. Du jeu se produit et tout le reste. Et même quand vous observez un peu l'équipe nationale, il y en a beaucoup qui sont partis du championnat de notre pays, de ce championnat qui était encore pire il y a quelques années. Ils sont partis de là pour être au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc il faut faire avec ce que nous avons eu. Et puis une dernière chose que je dirais peut-être avant de finir pour ce propos, c'est que quand on regarde le banc béninois, on n'a pas de profondeur dans le banc. D'accord. Il n'y a pas de profondeur, c'est-à-dire que... Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs en tout cas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand vous sortez par exemple un Mounier et que vous avez un Tozine qui est en pointe et qui au bout de 30 minutes ne peut plus continuer parce qu'il a un pépé physique, que vous le sortez, vous remettez qui? Vous remettez un certain Dossou qui, vous et moi savons, qui est en pleine finition. Même s'il a eu l'espoir de marquer à la 86e pour... 68e, je crois. Non, 86e. Il a marqué à 4 minutes de la fin du match face à l'Égypte pour permettre à tout un peuple d'espérer à nouveau. Et l'espoir est resté jusqu'au moment où nous avons eu cette contre-attaque pour encaisser ce troisième but. Parce que jusqu'au moment où il y a eu cette touche qui aurait pu permettre d'obtenir une égalisation, certains comme moi y croyaient encore. Parce que ce que j'ai vu hier, ne serait-ce que hier, pour ne pas remonter au match du Sénégal, au match du Botswana et au match de la face à la RDC, ce que j'ai vu hier, franchement, c'est un jeu pour lequel on peut avoir de la fierté d'être béninois. Alors finalement, ce sera géométrie variable pour cette équipe, puisque ce n'est pas forcément les mêmes jeux qu'on a vus au cours
de cette participation? Non. Il y a de la variété. Et ça, c'est déjà bien. Vous verrez, vous observerez de la variété, autant au niveau tactique qu'au niveau de la production de jeux. Il y a de la variété. C'est déjà bien qu'il puisse avoir autant de variété. Il faut reconnaître que nous avons une équipe plus ou moins jeune. Les vétérans qui ont fait 2019 ou qui ont encore de l'expérience, parce que hier et sur toute la compétition, il nous a manqué de l'expérience. Les vétérans, ils sont à peine 6 ou 7. Et donc, quand vous faites le quota et vous observez, vous vous dites, bon, nous avons une jeunesse, si elle continue à travailler, on peut, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, 4 ans, pouvoir obtenir un meilleur résultat que nous avons obtenu en cette année 2025 en terre marocaine. Mais moi, je reste, je vais dire quoi, patient, mais surtout optimiste pour le futur. Oui, dans l'optimisme, est-ce qu'on écarte alors le principe que ce que nous avons offert au cours de cette participation est le reflet du niveau réel de l'équipe béninoise ou qu'on peut mieux faire? Ce que nous avons offert en terre marocaine, ce que nous avons offert à l'Afrique et au monde en cette compétition est le niveau réel de ce que nous avons, de notre football béninois. Okay. Et quand je dis de notre football béninois, je parle du championnat local, je parle de la façon dont les choses sont organisées. C'est encore, j'ai pas envie de dire embryonnaire parce que je trouve qu'on a déjà quitté l'embryon. C'est encore à un niveau, je veux dire, puéril, encore tout petit. Donc c'est petitement que nous ferons les pas de sorte à grandir en prenant les rudiments qu'il faut, les nutriments qu'il faut. Et quand je parle de nutriments, je rejoins mes amis. Il faut les centres de formation. Il faut à nouveau les centres de formation. Qui vous souviennent, celui qui a été le héros de 2019 vient d'un centre de formation. Je parle du gardien à l'Agbi. Donc il faut les centres de formation, premièrement. Il faut de la régularité dans nos championnats. Et quand je parle de nos championnats, moi, j'aurais souhaité que nous puissions avoir des divisions, autant la première division, la deuxième division que la troisième, et etc. Il faut également que nous puissions penser à réorganiser notre football à la base, à la pépinière. Je vais vous dire une chose banale qui va peut-être vous étonner. Quand vous observez pendant les vacances ou pendant les congés, dans certains quartiers ou dans certaines villes de notre pays, vous regardez les tournois de proximité. On les appelle souvent, je mets ça en guillemets, on dit Aoudje. En fait, quand vous allez observer ça, vous voyez de tout petits qui sont en train de jouer, mais ils ont un jeu extraordinaire. Mais c'est des personnes que personne ne remarque. Parce que quoi? Nous n'avons pas des personnes qui vont véritablement aller observer au niveau des plages, au niveau des rues, pour voir ceux qui sont en train de se débrouiller avec le ballon, quelle touche de balle ils ont, comment est-ce qu'ils se débrouillent dans le jeu, quelle lecture de jeu ils ont, pour pouvoir les révéler au monde entier. Il y a plein de stars dans ce monde-là que quelqu'un a vu seulement toucher au ballon au bord d'une plage et qui a fait de lui une star. J'en veux pour preuve la référence Ronaldinho, par exemple. Il jouait dans du sable quand on l'a repéré. Donc, s'il y a, je dirais, pas une direction technique nationale qui s'occupe de cette question-là, écoutez, nous allons faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais nous serons toujours derrière. Bon, prions pour que nous ne pas rester derrière. Allez, merci à vous, Seth. Ça, c'était donc la mise en bouche qui nous a permis d'aborder cette participation des Guépards à la CAN Maroc 2025. On revient au Barcail, mais on se satisfait quand même de cette participation. Vous les avez entendus, mais les invités là-dessus. Allez, on va revenir à la politique. Nous sommes, comme je le disais dans l'introduction, à quelques 5 jours de la date fatidique du 11 janvier 2026. La campagne électorale qui bat son plein actuellement va prendre fin vendredi prochain à minuit. La stratégie que semble adopter presque toutes les formations politiques dans cette campagne semble donc la proximité. Je me répète, les grands meetings sont très peu observés par endroit, même s'il y en a quelques-uns. En tout cas, pour les partis politiques qu'on a entendus, c'est le porte-à-porte, la proximité. Permettez-moi de commencer par vous, parce que vous avez du temps à rattraper cette ancienne latémie, mais ça sera sur le dernier niveau là quand même. Allez, avez-vous déjà constaté sur le terrain cette proximité dont il parle? Oui, je l'ai remarqué, parce qu'au-delà de ce métier que nous exerçons et qui nous prend
le long de la journée, nous avons également des domiciles. Nous vivons dans des quartiers, nous savons comment les choses se font. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est cette proximité-là que les gens font. J'ai été étonné de voir que certains partis politiques organisent même de petites rencontres à des domiciles des personnes. Donc, ils se rendent dans des domiciles, s'asseyent avec les personnes, discutent avec eux, à tu et à toi, un peu comme pour leur montrer que nous sommes avec vous, nous sommes de chez vous et nous voulons faire les choses pour vous. J'ai remarqué cette proximité-là et je me suis posé 2 questions. Premièrement, pourquoi est-ce qu'ils font uniquement de la proximité ? Alors que par le passé, on voyait que de grands meetings étaient organisés, on voyait de longues caravanes le long des villes et des quartiers également. Et je me suis posé pourquoi est-ce qu'ils ont opté pour cette stratégie-là. Et je me suis dit, peut-être parce qu'ils ne veulent pas beaucoup dépenser, ou peut-être parce que les dés sont déjà joués, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'ils sont pipés, je dis que les dés peut-être sont déjà joués. Parce que vous faites une différence. Oui, il y a une différence entre les deux. Et que, a priori, on se dit, autant se rapprocher des personnes pour mieux discuter avec elles et leur demander, les solliciter pour qu'ils puissent véritablement aller aux urnes. Parce qu'en fait, la grande question de ces élections générales-là, la première, celle de dimanche prochain, là, c'est le taux de participation. Pour ma part, c'est la grande question. C'est une question sur laquelle il faut véritablement travailler. Et donc, le porte-à-porte, la proximité, l'option de la proximité, elle n'est pas pour autant mauvaise. C'est vrai qu'on perd certaines habitudes. Moi, personnellement, j'avais envie de voir de la ferveur, j'avais envie de voir le grand rassemblement, la fédération, où parfois vous rencontrez 2 partis politiques qui se rencontrent dans la rue à travers les caravanes. Vous voyez, je donne des exemples, je vais faire en sorte de donner des exemples qui ne correspondent à aucun parti. Vous voyez d'un côté la couleur violette qui est brandie, et de l'autre côté, peut-être que vous observez une couleur turquoise qui est de l'autre côté observée, et les deux se dépassent. C'est beau. C'est la première question que je me suis posée, c'est la réponse que j'ai trouvée. La seconde question que je me suis posée, c'est cette option de proximité-là. Qu'est-ce qu'on y gagne véritablement? Et je pense que les partis politiques y gagnent le fait de pouvoir davantage se rapprocher d'eux, le fait de pouvoir davantage montrer aux populations qu'ils sont tout ensemble avec eux, qu'ils sont en fait du même quartier, qui sont de la même ville, qui vivent les mêmes réalités, même si, au-delà de tout, la façon de faire face aux réalités que l'on vit est totalement différente compte tenu de la position sociale que l'on occupe dans la société. Et donc, j'ai observé ça et voilà les réflexions que je me suis faites. M. Namoussou Guénou, vous, comment justement analysez-vous, appréciez-vous cette stratégie adoptée par ces formations politiques en lice? Quand même 2 élections, communales et législatives. On a même presque comme l'impression qu'il y a une seule élection. Bon, pour beaucoup, même c'est une seule élection. Parce qu'il faut être un peu des nôtres pour comprendre réellement, pour faire cette différence. Parce que pour le bas peuple et tous ceux que j'ai eu la chance de côtoyer, la grande masse pense que c'est une seule élection en fait. Mais ce qui se passe, je pense que c'est inhérent. On peut comprendre ça à partir des réformes qui ont été opérées. Aujourd'hui, faire de grandes dépenses et de folles dépenses, c'est presque un risque. La réforme n'a pas interdit les dépenses. La réforme n'a pas interdit ça, mais disons la vérité, le concept de faux a disparu. C'est-à-dire aujourd'hui, ce homme politique qui en temps était un Manitou, qui avait cette facilité de se faire plein les poches, qui va au village et qui pouvait rassembler tout un arsenal, toute une foule et dépenser. Il ne peut plus le faire aujourd'hui puisqu'il y a l'obligation, il y a l'œil de Caïn qui est là pour parfois vous demander aussi des comptes par rapport à votre dépense folle que vous aurez à opérer. Donc il y a cet aspect de la chose qui fait aujourd'hui que beaucoup craignent, disons, la foule. Voilà. Donc ça fait que le porte-à-porte aujourd'hui est plus discret. C'est non seulement plus discret, mais ça apparaît plus efficace puisque c'est une rencontre de proximité entre le bas peuple et ces dirigeants-là qu'on peine à voir en temps normal. Et je crois aussi que c'est aussi une autre stratégie pour aller vers les hameaux les plus défavorisés, pour leur faire comprendre que nous sommes avec vous, nous serons avec vous et discuter de visu
pour que le débat, pour que la mayonnaise prenne davantage. Donc c'est bénéfique pour la population en fait. Ça permet également de faire de grands bénéfices par rapport à la foule qu'on organise au grand meeting. Mais ce qui est certain, nous attendons les 3 derniers jours ou les 48 dernières heures pour voir s'il n'y aura pas les caravanes, les longues caravanes que nous avons l'habitude de voir. Parce que ça a commencé chez nous à Porte-Nouveau. J'en ai vu déjà hier, j'ai vu près d'1 kilomètre de caravane. Oui, hier, c'était impressionnant. Donc je crois que c'est, comme on le dirait l'autre, ça vient comme un moteur diesel. Et ils sont en train de rassembler leurs forces certainement pour les jeter dans les dernières heures de bataille. Alors, vos prédécesseurs, M. Ressou, semblent voir dans ce apporte une proximité pour montrer que les partis ou les candidats, en tout cas, sont plus proches des populations. Mais est-ce que c'est réellement, selon vous, une stratégie d'écoute ou une simple distribution de consignes pour sécuriser les fiefs avant dimanche prochain? La deuxième hypothèse est la plus forte. ça, je le dis, je l'assume, parce que vous imaginez actuellement la première semaine de campagne, beaucoup de partis sont obligés d'aller présenter. C'est pas le projet, malheureusement, d'aller se présenter en tant que personne pour justifier qu'ils sont natifs. C'est que c'est mon grand-papa qui est de cette famille et que ma maman est d'ici, donc je suis un des vôtres. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai toujours dit, il faudrait que les partis politiques travaillent à éviter. Il ne faudrait pas que c'est à la veille d'une élection qu'il faut commencer par chercher des arguments pour justifier l'origine ou la proximité avec les gens, les votants. Comme vous dites, c'est vécu Je dis, ils sont en plein dedans pour justifier que son papa est d'ici. Moi-même, j'ai construit même ma maison derrière sur les tombes de mon grand-père ou de ma grand-mère. Vous entendez des choses, on se perd. En tant que peut-être intellectuel, on se perd. Peut-être les autres ne se perdent pas, mais c'est dit, tu te perds et tu te demandes, bon, finalement, où est le projet de société? Parce que le danger, les gens, vous savez, les partis politiques sont en train de jouer à un jeu que moi j'ai constaté. C'est tout comme s'ils ont ramené les 2 élections à l'élection communale. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus une élection de proximité et ça se justifie. Vous n'entendez pas parler de Krani, c'est votre fils, il est de cette localité, il faut qu'on vote pour lui et on doit avoir le maximum. Et ça, c'est du terroir. Et ça se limite à là. Alors que voilà des gens, on a 2 élections, on a les législatives qui sont combinées avec les communales, et ils sont appelés à proposer des lois au nom de la nation béninoise. Et nulle part vous entendez parler de voilà nos projets, c'est-à-dire des propositions qu'on compte face à telle situation et face à telle analyse faite. Nous pensons que si on est majorité à l'Assemblée, nous allons porter telle loi sur tel sujet. Il y a quelques partis qui parlent quand même de leur offre. C'est quand ils viennent à la télé qu'ils font l'effort de parler de quelque chose. À la télé, vous savez, ils sont tenus de le faire. Ils sont tenus de le faire. Vous voyez, la RAC était même obligée de leur donner des directives. Est-ce qu'on a besoin de donner autant? Ça, il faut développer des directives comment? La RAC est obligée de dire, vous devez parler forcément de tel sujet, de tel autre sujet, de tel sujet. Okay. Vous voyez? Les thématiques qui sont mises au bas de l'écran quand ils interviennent. Oui, et ils sont obligés de parler de ça. Et sur le terrain, non, c'est carrément pour justifier que c'est votre fils. Des trucs comme ça qui ne me rassurent pas moi. Parce que nous ne sommes pas uniquement, même si on autorise ça pour les communales, mais les législatives, ils sont appelés à nous proposer des lois. On ne peut pas avoir rien que des projets de loi venant du gouvernement. Autant au niveau pour les élections communales que pour les élections législatives, moi je suis de ceux qui tiennent à ce que quand vous êtes d'un parti politique ou quand vous offrez quelque chose, quand vous arrivez, parlez de ce dont ce que vous voulez offrir en fait. Donc au niveau communal, autant qu'au niveau législatif, quand vous êtes candidat, quand vous arrivez, vous devez parler de votre projet. Si par exemple, vous êtes candidat pour la ville de Cotonou, je choisis peut-être le premier arrondissement, ou etc. Quand vous arrivez, vous devez pouvoir parler de ce que les gens vivent là. Vous ne pouvez pas être candidat pour le 13e arrondissement et ne rien avoir à dire par rapport à ce qui se vit à Gbedegbe, par exemple. Mais quand vous arrivez, que vous mettez devant des personnes qui sont intellectuelles et que vous devez leur parler de projets de société, vous devez leur parler de la raison pour laquelle on devrait voter pour vous,
et que vous arrivez et que vous êtes obligé de me parler du lien de rapprochement, moi je vais vous rabrouiller. Est-ce que ça ne dépend pas de la cible devant laquelle Angèle, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est parce que par le passé, ils ont passé le temps à être dans le même quartier que les personnes, mais à ne jamais avoir l'aimabilité de se rapprocher de ces personnes-là. Il faudrait que les partis politiques puissent travailler véritablement à avoir d'entrée des leaders, des gens qui sont connus déjà dans la localité et qui ont des assises, qui ont cette relation fraternelle et amicale déjà dans leur localité et qui sont déjà des acteurs de développement surtout. Vous voyez? Atemi, je viens à vous, hein, monsieur Amousou Gueno. Vous disiez tout à l'heure que le défi reste le taux de participation. Est-ce que ce porte-à-porte justement permettra de relever ce défi-là? Je serais heureux que cela puisse le résoudre. Et ma petite conviction, ma petite foi me dit que oui. Parce que j'ai eu des gens avec qui je discute avec aisance et plaisance, et même plaisir, avant les élections, avant même que la campagne électorale ne commence, qui étaient sur une position donnée par rapport à aller voter ou pas. Et j'ai vu ces mêmes personnes-là, après que les porte-à-porte aient été faits, qui ont changé d'avis. Donc, quelque part, si je ne vais observer que cela qui se passe, moi, dans ma localité, je dis que oui, cela peut contribuer. L'autre chose, c'est que, vous voyez, les personnes qui étaient les plus réticents à pouvoir aller voter ne sont pas, pour la plupart, dans les villes. Elles sont au niveau des hameaux. Donc, quand vous allez vers elles, que vous discutez avec elles, que vous ne leur dites pas entièrement toute la vérité, parce que vous savez, même dans ces discussions-là, on ne dit pas toujours toute la vérité, mais que vous les convainquez sur les questions sur lesquelles elles doivent être, ces personnes-là, être convaincues, au final, vous obtenez la promesse qu'ils aillent aux urnes pour voter. Pour vous ou pour qui, je ne sais pas. Donc, étant donné que dans la société béninoise, le Béninois se trouve être une personne qui, quand elle vous donne une parole, elle se sent dans l'obligation d'être loyale, voilà, envers sa parole, il finira par aller voter. Donc, moi, je voudrais espérer que ce porte-à-porte-là puisse porter fruit et que nous ayons un taux élevé. Je ne pense ni à X, ni à Y, ce n'est pas mon job de penser à eux, que chacun aille au couvent où il va, ou à la chapelle où il va, ou à la mosquée où il a l'habitude d'aller, mais qu'au final, que l'on puisse avoir de belles élections au Bénin et que la démocratie béninoise, et c'est ça le plus important, puisse davantage grandir. C'est ce que moi je dirais. Monsieur Amousou Gueno. On dit souvent que le bien ne fait pas de bruit et le bruit non plus ne fait pas du bien. Ce n'est pas au jour de la chasse qu'il faut élever les moutons. Ce qui se passe, moi j'ai eu la chance de croiser deux bonnes équipes de deux partis différents pour les porte-à-porte. J'ai échangé avec ces équipes-là, mais j'ai constaté tout simplement qu'il n'y a pas eu une préparation en amont de ce qui se fait. Comme l'a dit M. Espérance, on vient d'abord, on commence par se présenter. C'est maintenant qu'on veut se présenter aux gens du quartier, qu'on est fils de tel, on est de telle maison. Et tout ce temps que vous avez passé dans le quartier, on ne vous connaissait pas, ou vous ne restez que dans votre vitre fermée, dans vos vitres noires, vous partez, personne ne vous voit. Et ce n'est que peut-être devant les écrans, qu'on vous observe, et vous passez inaperçu toujours dans le quartier. Aujourd'hui, quand vous avez besoin de nous, vous venez vous présenter à nous. On va vous sanctionner. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le travail ne se fait pas en amont. Voilà l'handicap que l'homme politique, que les politiciens béninois ont vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du bas peuple. Mais l'autre chose, ils n'ont pas de projet de société. Parce que quand ils viennent, on leur demande. J'ai posé la question à une équipe, j'ai dit, mais et qu'est-ce que vous proposez pour notre arrondissement? À cette question, ils ont commencé par balbutier. Donc il y a même d'autres qu'on ne connaissait même pas, que j'ai vu pour la première fois alors que j'étais... Il fait déjà 14 ans. Il fait 14 ans. Nous faisons 14 ans déjà, on nous rassemble et c'est des néophytes, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. Dans le même quartier, on ne les a jamais vus. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui s'enferment toujours dans leur vitre noire. Donc c'est un peu ce qui se passe. En réalité, ce n'est pas l'heure de se présenter, ce n'est pas le moment des présentations. C'est le moment où celui qui savait faire du bien, celui qui savait qu'il prépare une élection, qu'il va loin, il ménage sa monture. Il a l'habitude de poser des pas. Est-ce qu'on a besoin encore de pleurer sur le lait déjà renversé? Donc, c'est ça. Donc, celui qui pose des pas, celui qui fait des actions, qui pose des actes, au jour J, on n'a même pas besoin de choses là pour aller
poser ce qu'il faut pour lui. Maintenant, la troisième chose, la plus dangereuse, c'est ça que je vais évoquer tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous allez vers les populations, elles ne s'attendent qu'à une seule chose. Qu'est-ce que vous avez amené? Ce n'est pas le discours, ce n'est pas le programme. Qu'est-ce que vous avez amassé beaucoup? Donnez-nous notre part. Ah, donc qu'est-ce que vous avez amené? Ce n'est pas le projet que vous avez amené. Ce n'est pas le projet. C'est ce à quoi je pense. C'est ça. C'est ce à quoi vous pensez, ce à quoi nous pensons et ce qui se vit sur le terrain. On en est encore là? On en est encore là, malheureusement. Nous vivons ça. Et si tu viens, les gens sont allés, ils ont parlé, mais l'autre équipe est passée, a fait ce qu'elle devrait faire. Et c'est ça qui a pris. Et c'est ça qu'on chante. C'est pour vous dire que nous devons décoloniser la mentalité en la matière. Il y a un travail de fond qui doit se faire en la matière. Donc c'est pour vous dire que nos politiciens doivent faire l'effort de commencer par travailler pour porter des projets qui vont impacter durablement les populations pour qu'au jour J, il n'ait pas à sortir, à mettre la main à la poche pour aller corrompre électoralement parlant avant de pouvoir se faire élire. Et je vous rappelle que c'est puni. Hein. Il y a les instances qui s'occupent de la corruption qui sont à charge là-dessus. Donc, toute personne qui se verra prise subira les rigueurs de la loi. Allez, on va faire le dernier tour de table et répondre à la question thématique. Cette stratégie, pour quel résultat au soir du 11 janvier 2026, M. Ressou? Une stratégie de porte-à-porte nous amène à peut-être un taux de participation plus élevé. Un taux de participation plus élevé, ça serait très bénéfique pour nous. Et si éventuellement ils arrivent à échouer, nous serons là aussi pour analyser. Une chose est sûre, bon, moi, que ce soit la foule, ou le porte-à-porte, que dans leur stratégie de porte-à-porte, alors, ils n'ont qu'à faire l'effort de proposer des projets de société, que ce soit au niveau communal ou législatif. Ils n'ont qu'à faire l'effort. Moi, je les supplie, ils n'ont qu'à véritablement faire l'effort de nous proposer des contenus. Vous êtes un électeur exigeant. Monsieur Amoussou Guénou. Bon, vu ce que nous sommes en train de voir, je crois qu'il y aura du monde. On aura... La population sortira certainement le dimanche prochain. Et parce que ça paie. Il y a beaucoup d'indécis avant le lancer des campagnes, de la campagne électorale. Avant le lancement, moi-même, je pense qu'aujourd'hui, ce que monsieur le journaliste a dit tout à l'heure, ça paie. Beaucoup vont sortir certainement le dimanche prochain pour aller voter. Mais pour qui ça les engage? Je crois simplement que les incantations qu'on nous envoie au quotidien, à savoir maintenant, faites ceci, faites cela, ça, ce ne sont pas des projets de société. Je souhaiterais qu'à l'avenir, les états-majors travaillent pour que les candidats, une fois sur le terrain, développent des stratégies positives, des projets de société, des choses plus positives à vendre au peuple et qu'on les suive à partir de ce qu'on nous aura promis comme projet de société, qu'on les suive lorsqu'une fois ils seront élus et installés, qu'on puisse les suivre et les apprécier et les sanctionner ou non lorsque d'autres échéances seront là pour lesquelles ils viendront à nous pour vouloir solliciter encore notre suffrage. C'est un Matemi. Je trouve que qui va loin ménage sa monture. Attendre le tout dernier moment pour faire ce qui est en train d'être fait maintenant, je ne sais pas quel fruit ça portera. Au mieux, les populations sortiront et le taux de participation sera grandi. Ça va à l'avantage du gouvernement qui est en place. Au pire, elles ne sortiront pas du tout et puis les conséquences qui doivent venir viendront. Mais pour ma part, je dirais juste que ce n'est pas pour autant mauvais de pouvoir le faire. Cela permet de se rapprocher des gens. Et aux gens, je dirais juste que, écoutez, votez selon votre conscience, votez selon votre conviction, votez selon la force que vous avez en vous de penser que tel ou tel autre pourrait mieux faire pour que ce pays puisse mieux arborer le chemin du développement. Merci à chacun de vous pour votre contribution à ce débat. Nous avons parlé de la participation des Guépards à la CAN Maroc 2025 et avons fini sur cette stratégie de campagne presque adoptée par toutes les formations politiques en lice, le porte-à-porte, une stratégie de proximité. Pour quel résultat, c'est la question. Pour nos invités que vous avez entendus, le défi reste le taux de participation. Et il faut également offrir des projets de société dans lesquels
les électeurs se retrouvent afin de faire le bon choix une fois dans les urnes. Et nous allons pour 2 élections, couplées certes, mais 2 élections, puisque nous aurons 2 bulletins, un bulletin pour les communales et un autre pour les législatives. Les partis politiques ont jusqu'au 9 janvier 2026 à minuit pour faire leur propagande. Et le 11, rendez-vous aux urnes. Et nous restons sur ces actualités, comme vous le savez, pour revenir là-dessus au fur et à mesure dans différents formats. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour ce débat. Rendez-vous sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etélébénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et l'autre application ETélé Bénin que vous pouvez télécharger. ETélé avec vous, pour vous.